savez combien vous pouvez revendiquer d'adhérents dans les Landes ici? Je sais pas, faut demander, voilà. Si vous connaissiez les chiffres. Et moi je connais pas, vous savez, j'ai des meetings quasiment tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous venez faire en terre socialiste historique? Pourquoi c'est une terre interdite? Il n'y a que les socialistes qui peuvent venir ici. Je croyais que nous étions en démocratie. Est-ce que ça vous semble être une terre prenante? En tout cas, c'est vrai que... Non, mais votre question est très intéressante parce que j'ai remarqué que lorsque nous allions dans des terres socialistes ou des terres de gauche de manière générale, alors je ne sais pas si ici ça a l'air plutôt calme, mais en général ailleurs, on se fait agresser. Éric Zemmour s'est fait agresser, on empêche de faire de meetings, on a des antifas qui nous attendent, etc. Vous noterez quand même que la maire socialiste de Paris s'est rendue en meeting à Perpignan dans le cadre de sa campagne électorale. Elle n'a pas été attendue par des milices d'extrême droite pour l'empêcher de faire meeting. Il n'y a pas eu d'intrusion dans son meeting pour vociférer avec des t-shirts, etc. Ça s'est très bien passé. Donc à l'aune de cette différence de traitement, vous jaugerez par vous-même qui est démocrate et qui ne l'est pas. Et comment vous voyez, vous, l'évolution du RN, puisqu'il y a eu pas mal de départs du RN? Est-ce que c'est le RN qui, avec Marine Le Pen, qui a changé de position, des renoncements sur l'euro, sur le sortie de l'Europe, même sur les migrants? Est-ce que c'est un renoncement, un repositionnement du RN qui provoque des départs, ou Je pense que le RN a un double problème, à la fois un problème d'organisation, un problème de leadership et un problème de ligne politique. Oui, donc sur la ligne politique, parce que c'est quand même le plus important, sur la ligne politique, vous aurez noté que le Rassemblement national passe d'un renoncement à un autre. Alors il y a des renoncements qui ont été une bonne chose. Renoncer à sortir de l'euro, par exemple, c'était une bonne chose parce que personne n'en voulait, et d'ailleurs ça s'est exprimé en 2017. Mais ensuite, ils ont continué sur une lancée qui a vidé finalement leur ligne politique de sa substance. Donc ils ont renoncé à l'euro, soit, mais ensuite ça a été le renoncement à la sortie de la CEDH, le renoncement à la sortie de Schengen. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que va nous annoncer Marine Le Pen dans quelques mois? Que l'immigration est une chance pour la France? Enfin, il y a, si vous voulez, un délitement de la ligne politique. Marine Le Pen aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Éric Zemmour, elle n'aurait pas parlé d'identité d'immigration. Et d'ailleurs, elle fait une campagne axée sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, évidemment, est une question très importante. On nous la présente comme une question prioritaire, mais c'est au prix d'une scission en deux de la problématique de l'immigration et de la problématique de l'insécurité, qui, dans les questions qui sont posées aux Français, représentent deux questions différentes. Alors que si on les liait, la problématique immigration-sécurité arriverait largement en tête au-dessus du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le Rassemblement national, je considère que c'est un parti, en tout cas Marine Le Pen, est une candidate qui a capitulé. Elle a capitulé devant le politiquement correct, elle a capitulé devant la bien-pensance, elle a renoncé à ses fondamentaux historiques. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est Éric Zemmour. C'est ce qu'elle voulait faire, être dédiabolisée. Oui, mais du coup, elle, pour se dédiaboliser, elle a renoncé à tout ce qu'il a diabolisé finalement. Et du coup, elle rediabolise derrière le Zemmour. C'est ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle reprend les mêmes arguments contre Zemmour. Le problème, c'est que de la dédiabolisation, on est arrivé, je dirais, à la renonciation. Voilà, et in fine à la capitulation d'une certaine façon. Parce que je prends un exemple simple, j'ai débattu avec Marine Le Pen, comme vous le savez, chez Cyril Hanouna il y a quelques jours face à Baba. Marine Le Pen nous explique par exemple, chose qu'elle ne faisait pas avant, que l'islam est compatible avec la République. Bon, je ne l'ai pas encore vu. Vous avez longuement discuté. Si l'islam est compatible avec la République, alors dans ce cas-là, pourquoi lutte-t-elle contre le voile? Pourquoi lutte-t-elle contre les horaires aménagés dans les piscines? Pourquoi lutte-t-elle contre les mercredis? Bref, si l'islam est compatible avec la République, pourquoi lutter contre tous les symboles de l'islam? Vous ne pouvez pas avoir un programme disant « je vais interdire le voile dans l'espace public, je vais mettre un coup d'arrêt à toutes les revendications identitaires », mais en même temps vous proclamez que toutes ces revendications identitaires sont compatibles avec ce que nous sommes. Donc il y a une incohérence idéologique. Moi je ne juge pas, je dis juste qu'à un moment il faut être cohérent. Soit vous dites que vous luttez contre ces symboles religieux
Et à ce moment-là, vous dites que cette religion, avec tout le respect qu'on lui doit, parce qu'il ne s'agit pas de dénigrer la religion, on dit juste que, en tout cas chez Éric Zemmour, nous disons que le monde musulman, même le monde arabe, nous avons le plus profond respect et pour l'islam et pour le monde arabe et pour cette religion de manière générale, sauf que ce n'est pas la nôtre. C'est aussi simple que ça. C'est pas notre tradition, c'est pas notre civilisation. Ça ne veut pas dire qu'on la dénigre. Sauf à Mayotte quand même. Pardon? Sauf à Mayotte. Justement, à Mayotte, c'est vrai, mais je veux dire, la France métropolitaine, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la France métropolitaine, l'identité de la France métropolitaine, qui est une identité européenne aux racines judéo-chrétiennes, et les identités de la France d'outre-mer. Et c'est ça qui fait la richesse de notre pays. Mais pourquoi vouloir imposer, de la même façon qu'on ne prétendrait pas imposer à Mayotte d'être à la fois européenne et judéo-chrétienne, pourquoi imposer à la métropole d'être musulmane? Vous comprenez, il faut respecter le kaléidoscope identitaire de la France métropolitaine et de la France des régions. Je reviens un instant, si tu permets, je reviens à Éric Zemmour. Au dernier sondage, il est plutôt en mauvaise passe dans les derniers sondages, donné à 9% par le baromètre Opinionway. Oui, mais c'est le seul. Ça vous émeut, ça vous inquiète? Non, il y a un autre il était avant 11 et 13%, là 9 au dernier. Alors 9 au dernier pour l'Opinionway, mais moi j'étais en débat avec Frédéric Dabi hier soir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous Non, émeut, Opinionway il a toujours donné plus bas que les autres. Quand il était à 15, Opinionway était à 12. L'IFOP le donne entre 11 et 13, donc ça n'a pas bougé. Il est dans le ventre mou, il est talonné par Pécresse, Mélenchon, il a du mal à se hisser à une deuxième place. C'est pas un moment idéal en ce moment dans la campagne. Ce que je crois, c'est que d'abord, il y a deux remarques à formuler. La première chose, c'est que ces sondages, comme vous venez de l'expliquer, évidemment, sont tous dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que quand on dit que la marge d'erreur, elle est entre 1 et 3 points, en fait, les sondages ne disent rien, puisqu'ils sont tous justement dans cette marge d'erreur. Donc, première remarque, c'est qu'on ne peut pas en tirer les leçons. La deuxième chose, c'est que traditionnellement, le Rassemblement national et Marine Le Pen est donnée très haute dans les intentions de vote, mais traditionnellement aussi, elle fait beaucoup moins que les scores que lui donnent les sondages, précisément parce que son électorat a du mal à se mobiliser. On l'a vu au régional. Je lisais encore des articles de presse à 3 semaines des régionales où on donnait le Rassemblement national vainqueur dans 3 régions, quels que soient les scénarios. Donc vous accordez peu de crédit in fine au sondage, vous les suivez quand même attentivement. On les suit, mais avec beaucoup de pincettes, d'abord parce que les sondages, mais il ne s'agit pas uniquement de cette présidentielle. C'est-à-dire que toutes les présidentielles passées, les sondages en réalité ont rarement prédit la configuration. Enfin, qui aurait cru... Pour vous, ça ne raconte pas un moment particulier de la campagne d'Éric Zemmour avec un besoin de rebond, quelque chose qui le démarque? Je vais vous dire. Si on sort des chiffres purement, est-ce qu'on est dans un moment un peu plus faible? Ça arrive dans les campagnes, il y a des hauts, il y a des bas. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai une vision de la campagne sur le terrain, puisque moi je suis tous les jours dans un endroit différent en France, et ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, la galvanisation, l'émulation, l'enthousiasme, la ferveur n'ont pas diminué. On est à Mont-de-Marsan, on a une salle de 300 personnes. Je connais assez peu de partis, pour ne pas dire aucun, qui peut faire pareil. Donc en fait, ce que je peux vous dire en résumé, c'est que Éric Zemmour est partout, sauf dans les sondages. Emmanuel Macron est dans les sondages, mais il est nulle part ailleurs. C'est ça qui est dingue. J'ai une dernière question. Alors voilà, vous avez tiqué quand j'ai dit vous êtes en terre socialiste ici. Néanmoins, on est dans un... Voilà, c'est rural, les Landes, c'est assez étendu, c'est plutôt tranquille, il y a un peu de délinquance, il y a une jeunesse qui est attachée à la tradition, à la course landaise, à la corrida, etc. Comment Éric Zemmour peut parler à cette population-là, plutôt tranquille? Est-ce que ça peut prendre un discours ici, sur une terre où on vit plutôt en bonne intelligence les uns avec les autres et où on défend une forme de terroir? C'est pas forcément le cas partout, vous voyez? C'est quand même une terre connotée ici. Je crois que justement, Éric Zemmour parle beaucoup de la ruralité. Il considère à juste titre que la ruralité, ces dernières années, a été plutôt délaissée par des élites qui ont tout misé sur les métropoles. On a mis beaucoup d'argent dans la politique de la ville, assez peu dans la ruralité, ce qui explique d'ailleurs le cercle vicieux dans lequel la ruralité est tombée. C'est-à-dire il y a une désindustrialisation et ensuite une désertification de ces territoires avec le départ de tous les services publics, des bureaux de poste, des casernes de gendarmerie, des écoles, des maternités, etc.
Et donc on est dans moins il y a de services, moins il y a d'habitants, moins il y a d'habitants, moins il y a de services. Donc on est vraiment dans une spirale, je dirais, mortifère en fait. Et ce que propose l'ambition d'Éric Zemmour, c'est d'inverser cette logique pour en faire une logique vertueuse, c'est-à-dire de remettre de la vie dans le territoire, notamment par exemple avec cette mesure de prime de 10 000 euros par naissance au sein d'un couple qui est installé depuis plus de 2 années dans une zone rurale. Voilà, il faut rétablir la vie, arrêter ce processus de fermeture d'écoles, de désertification des services de santé, etc. Voilà, il faut vraiment... On ne l'entend pas le plus sur la ruralité quand même, vous en conviendrez. Dans les médias, c'est pas forcément les thèmes les plus porteurs. Disons d'abord, ça vous a pas échappé que c'est pas Éric Zemmour qui fait les thèmes des médias, c'est vos confrères qui imposent un certain nombre de thématiques sur lesquelles il répond. Mais par contre, il a fait un certain nombre de discours dédiés à la ruralité, que vous retrouverez d'ailleurs sur sa chaîne YouTube intégralement, et nous avons un programme également là-dessus avec toutes les mesures sur l'école, sur la santé, sur la sécurité, qui sont très détaillées, que vous pouvez retrouver sur internet très facilement. C'est bon. Du coup, pour Éric Zemmour et Reconquête, est-ce que l'idée c'est de garder, c'est de sortir de l'Europe en gardant quand même les Outre-mer, tous les départements d'Outre-mer, les régions d'Outre-mer, ou c'est de recentrer tout sur la métropole et non, nous allons redonner ces lettres de noblesse à la France qui est forte de ses richesses, mais des richesses qui doivent rester ce qu'elles sont. C'est-à-dire l'identité de la métropole doit rester celle qu'elle est et les identités des Outre-mer également. Et donc nous ne sortirons pas de l'Europe bien évidemment, mais par contre, une fois que nous aurons un vrai pouvoir national qui dirige la France, eh bien ce pouvoir pourra aller faire valoir les intérêts nationaux français au sein de l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez les pays comme l'Allemagne qui arrivent à tout obtenir pour leur intérêt national, pendant que nos élites à nous sont préoccupées par une espèce d'Europe chimérique qui fait qu'ils oublient de défendre l'intérêt national, mais ils défendent un intérêt européen qui sont en réalité les seuls à défendre. C'est-à-dire que pendant que l'Allemagne construit l'Allemagne, la France construit l'Europe en fait. Et tous les autres pays c'est pareil. Et on voit bien que les pays, quand ils demandent, ils obtiennent. Je veux dire, même des pays comme la Hongrie, quand elle a refusé les quotas de migrants, qu'a fait l'Europe pour l'en empêcher ? Alors on a brandi un certain nombre de menaces, on a menacé de l'exclure, etc. Mais c'est rien passé. Donc en réalité, derrière la logique européenne, il y a la persistance de logique nationale savamment cultivée par les pouvoirs nationaux en place, à l'exception du pouvoir macroniste qui, lui, est dans une Europe chimérique, fédéraliste. Il est déjà passé à autre chose, en fait, Emmanuel Macron. Il ne s'intéresse plus à l'intérêt de la France. La France ne l'intéresse plus. Il se voit comme président de l'Europe, voire comme président du monde, mais certainement pas comme président de la France et des Français dont il est garant des intérêts. Vous comprenez ? Donc, il n'est pas question de sortir de l'Union européenne. Par contre, faire valoir les intérêts français au sein de l'Union européenne au même titre que les autres pays, oui, 1000 fois oui. Mais la France est le deuxième domaine maritime du monde. Est-ce que donc vous gardez la France avec tous ces territoires d'outre-mer, ou est-ce que c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie qui sont déjà autonomes ? Mais qui vous a dit ça ? Non, c'est une question. Ah non, bah bien sûr qu'on les garde. Je viens de vous dire que nous sommes très fiers d'avoir tous ces départements et territoires d'outre-mer qui participent de l'identité multiple de la France, à la fois métropolitaine et ultramarine. Je veux dire, il n'a jamais été question de cultiver des irrédentismes ultramarins. Voilà. Et puis d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie vient de décider qu'elle resterait au sein de la France, et je pense que les autres territoires sont pareils, ils veulent rester. C'est quand même tendu, on sent que c'est reporté encore, les questions sont reportées, puisqu'il y a eu boycott. Non mais d'accord, mais ça, si vous voulez, le problème c'est que moi je ne crois pas dans une démocratie qui bégaye, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est ce concept démocratique qui consiste à dire que tant que le peuple n'a pas bien voté, il faut le faire revoter. C'est un peu la logique qu'on a fait pour l'Union européenne. Moi je suis contre.
le peuple vote, il dit oui ou non, mais s'il dit oui, vous respectez son choix, s'il dit non, il faut aussi respecter son choix. On ne dit pas, il a dit oui, ah mais non, pensez non, donc on va le faire voter jusqu'à qu'il vote non. Un peu comme la logique européenne qui a été appliquée au Danemark et à d'autres pays, ou même à la France lorsque le référendum de 2005, on a dit bon bah en fait le peuple a mal voté, en catimini on l'a fait voter. Bon, ça on est radicalement contre. Personne ne peut avoir raison contre le peuple. Mais vous gardez la 5e République, bien donc sûr. le pouvoir vertical du président qui décide de... Non seulement on la garde, mais on lui redonne ses lettres de noblesse, parce qu'en fait la 5e République, la constitution de la 5e République, à force de réforme, a été presque vidée de sa substance. Donc il faut au contraire redonner à la 5e République son lustre d'antan, avec un président qui préside, une assemblée qui légifère et un Premier ministre qui conduit la politique intérieure de la nation. Voilà. Et ça fait 30 ans que les Français, interrogés régulièrement, disent qu'ils ne sont pas représentés par l'Assemblée nationale. Comment vous réglez, vous, est-ce que vous mettez la proportionnelle, une dose? Non, mais vous savez, je pense que 2 tours, 1 tour, 3 tours... La France et les Français restent fondamentalement à l'intérieur d'eux-mêmes un pays jacobin, et j'allais dire un pays néo-monarchique, parce que en réalité, ça fait 2 siècles qu'on a coupé la tête du roi et puis ça fait 2 siècles qu'on court après. Et donc en fait, la France, les Français veulent effectivement quelqu'un qui incarne, c'est pour ça qu'ils ont aimé un Sarkozy par exemple, ou un Chirac initialement. C'est très bonapartiste, quoi. Voilà, je pense que voilà, Gaulo bonapartiste. Ou on part sur autre chose là, Pardon? Avec Zemmour, on partira sur ce... Non, le Zemmour se réclame très clairement de sa tradition Gaulo bonapartiste, oui, bien sûr. Oui, oui. Moi j'ai fini. Voilà.